Bonjour Antoine Fiévet. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président du groupe Bell que vous avez dirigé pendant plus de 20 ans. Le groupe Bell, c'est un très beau portefeuille de marques avec des marques iconiques comme la Vache qui rit, Mini Babybel, Boursin, mais aussi plus récemment Go-Go Squeeze ou Pompot. Mais vous êtes aussi, avec plus de 165 années d'histoire, un groupe familial. Tout à fait. Vous savez, l'histoire d'un groupe démarre souvent avec la terre où il est né. La terre jurassienne, elle est pleine d'oxyde de fer. Avec cet oxyde de fer, les Jurassiens ont créé l'industrie de la micromécanique ou des montres. Avec les pâturages, ils ont créé le comté. Avec le bois, les jouets. Donc le Jura, c'est ces trois pieds. Je dis souvent, les deux mamelles de Bell. C'est d'un côté l'alliance de l'expertise fromagère du comté avec celle de la micromécanique. Au fond, nous sommes des mélangeurs, des marketeurs et des emballeurs, pour faire simple. Pour commencer, j'aimerais qu'on parle un peu de vous. Vous êtes la 5e génération d'une histoire familiale. L'entreprise a été fondée par votre arrière-arrière-grand-père en 1865. Vous n'étiez pas voué à prendre la direction de l'entreprise et quelque part, vous avez commencé une carrière dans la communication et le marketing. Notre podcast s'appelle « Please Décode ». Est-ce que vous pouvez décoder pour nous un peu vos sentiments au moment où vous avez décidé de prendre la direction de l'entreprise et peut-être quelle a été votre première décision en tant que dirigeant? Alors, d'abord, c'est pas moi qui ai décidé, ça a été une demande, je dirais, de mon grand-père, qui à l'époque était toujours dirigeant de l'entreprise. Donc, quand il m'a fait l'honneur de me demander si le sujet m'intéressait, j'ai tout de suite accepté. Ça paraît être une décision assez irréfléchie, compte tenu de mon parcours, mais au fond, ça a été, je dirais, assez immédiat chez moi. La première chose que j'ai fait en arrivant chez Bell, c'est de travailler sur le socle de valeurs qui n'existait pas. Donc ça a été la toute première décision, ça a été d'inscrire en fait un set de valeurs pour l'entreprise. Et puis après, évidemment, le reste a suivi avec le temps. Donc vous avez inscrit l'entreprise dans la continuité, mais vous avez aussi engagé de profondes transformations structurantes pour l'entreprise. Laquelle a été, selon vous, la plus importante, la plus structurante, justement? Indiscutablement, c'est le tournant vers le végétal. Pas vraiment un tournant, on souhaite équilibrer à 2030 notre portefeuille entre la partie protéine animale et le végétal. La partie protéine animale, on n'y renonce surtout pas, c'est une des meilleures protéines qui existent aujourd'hui. Et le tournant sur le végétal, c'est surtout une dimension d'impact, puisque pour nourrir convenablement 10 milliards d'individus, on est persuadé aujourd'hui que cette dimension végétale est indispensable. Et la réalité, c'est que quand on a 150 ans de fromagerie derrière soi, c'est assez difficile de convaincre les équipes de faire ce tournant. Et donc, pour y arriver, le fait majeur, ça a été l'acquisition du groupe Mom Materne en 2016. Avec de très belles marques. Avec de très belles marques, dont nos petites Pompot et les Go-Go Squeeze qui, aujourd'hui, sont leaders en part de marché aux États-Unis. Si vous deviez partager avec nos auditeurs un peu les ingrédients d'une transformation réussie, vous citeriez quelle dimension en priorité? Quand on transforme, avant la transformation, il faut d'abord avoir une vision, une étoile. Il faut avoir la capacité de rêver à un futur. Vous savez, dans les entreprises familiales, au fond, on travaille pour les générations qui suivent. On est là pour transmettre, pour rajouter une brique à un édifice qui a été construit par nos ancêtres. Donc, en fait, je pense que le sujet clé, c'est comment construire les conditions pour passer la génération suivante. On avait une position très forte dans le fromage de marque en portion. Cela étant dans un univers où on était confronté à des entreprises beaucoup plus importantes en taille, en termes de chiffre d'affaires. Donc, on est arrivé à un moment où on était un peu court en termes de capacité à innover. Et donc, c'est là où je reviens sur la dimension de mélangeur, qui est à l'origine de notre ADN. Bell, c'est au fond, au début du siècle, prendre différents fromages, les fondre et les mettre
en portions. En fait, il y a assez peu de différence entre un apéricube. Un apéricube, c'est une machine qui a été, je dirais, construite à l'interne et qui est capable de produire 12 apéricubes par seconde, une machine que le monde entier nous envie, avec finalement les machines qui aujourd'hui font des pommes-potes, qui procèdent des mêmes process de fabrication. Hein. Donc au fond, la différence entre une vache qui rit et une pomme-pote n'est pas si grande. C'est juste, voilà, ce sont des portions destinées à des familles avec enfants ou des adultes d'ailleurs, enfin tout type d'ailleurs de consommateurs, voilà, qui sont brandés avec des très grandes marques et qui ont une caractéristique qui est l'ambiant. Et l'ambiant, c'est aussi une façon de ne pas gaspiller. Et je vous rappelle que le gaspillage alimentaire, c'est 30% de tout ce qui est produit dans le monde. Et je me suis dit à l'époque que le fait d'avoir ouvert sur, encore une fois, le végétal ou le fruit, nous donne aujourd'hui une capacité d'innovation qui est sans limite. Donc, en termes de transformation, pour revenir à votre question, on commence par un rêve qui peut être un rêve de taille, un rêve qui peut être comment est-ce qu'on construit surtout une entreprise résiliente qui va pouvoir, je dirais, permettre à la prochaine génération de prendre la main dans de bonnes conditions et de poursuivre la croissance du groupe. Ensuite, il faut convaincre. Donc, il faut créer les conditions, je dirais, pour que le corps de la boîte vous suive. Au fond, ça a été plus difficile que ce que je croyais, notamment parce que quand un groupe a 150 ans de fromagerie derrière lui, en fait, les premières barrières sont à l'interne. Donc il ne suffit pas de décider pour tout un tas de bonnes raisons qu'on va orienter une partie du portefeuille, qu'on va construire une partie du portefeuille vers le végétal. Il faut aussi convaincre tout d'abord l'interne, les actionnaires, et puis l'interne, que c'est le bon choix. Mais ça a été sûrement la décision la plus intéressante et la plus structurante de mon mandat. Et aujourd'hui, vous avez 11 000 collaborateurs dans le monde, donc j'imagine que ce n'est pas une mince affaire. Ben, c'est surtout que, encore une fois, la culture, l'histoire d'un groupe avait marqué très profondément ces 11 000 collaborateurs, ces 11 000 familles d'ailleurs, comme on dit chez nous, et qu'il faut leur faire comprendre pourquoi, d'un seul coup, on décide de réorienter son portefeuille. Absolument. Hein? Vous l'avez dit, l'innovation est un marqueur historique important de Bell. Une des dimensions sur lesquelles vous avez beaucoup innové, c'est la durabilité. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez pris très tôt le virage de la durabilité ? Dans mon souvenir, dès 2003, vous avez signé le Pacte mondial des Nations Unies. Pouvez-vous nous raconter les grandes étapes de cet engagement ? Pourquoi vous avez engagé l'entreprise sur ce chemin-là ? Et comment vous avez fait pour ancrer justement cette vision dans l'entreprise ? Je ne sais pas si je vais le faire dans le bon ordre, mais la première raison, ça a été le lien, le purpose, comme on se dit. Je me suis dit, finalement, comment créer un fil rouge ? On était, au fond, à l'époque, une espèce de collier de société sans véritable homogénéité. On avait des marques qui étaient très fortes, mais on n'avait pas un corpus en tant que groupe. Hein. Et donc, je me suis dit, finalement, les gens ont besoin de savoir pourquoi ils viennent travailler le matin. Et donc, je cherchais une dimension de sens. Comme je suis personnellement proche de la nature, en fait, la deuxième étape, ça a été de se dire, il faut que tu construises sur quelque chose qui te parle. Quelque chose que tu ressens profondément. Et donc, en fait, ça a été cette dimension d'impact. Je me suis posé la question, d'abord, qu'est-ce que tu souhaites en tant qu'actionnaire ? Et en fait, en tant qu'actionnaire, moi, je voulais être fier de ce que la boîte produisait, que ça soit vis-à-vis des relations qu'elle entretenait avec tout le personnel, tous les collaborateurs, mais aussi dans la façon dont on exerçait notre métier. On est dans l'alimentaire, on a donc une grande responsabilité.
l'industrie agroalimentaire doit nettoyer devant sa porte. Donc je me suis très vite intéressé à cette dimension d'impact. À l'époque, la RSE démarrait, donc c'est vrai qu'on a été assez en avance. Elle a été ensuite plus ou moins exploitée, je ne sais pas si c'est le bon terme, par de nombreux groupes. Nous, en tout cas, on l'a fait avec énormément de sincérité et je crois que c'est ce qui nous a distingués, en fait, dans ce parcours. En fait, on est allé loin puisqu'en fait, on a au fond fini par changer la façon dont on pilotait l'entreprise. Et en 2015, je crois que ça s'est inscrit de manière très fermement dans la façon dont on pilotait. On a créé ce qu'on appelle le pilotage sur 2 jambes, responsabilité et profit. Et toutes les décisions qui sont prises aujourd'hui sont prises à travers ce filtre. Donc ça a vraiment modelé l'entreprise. Donc ça, c'est encore une fois le sens, la façon dont on réfléchit pour être le moins impactant possible sur, je dirais, notre dimension qui est de produire. Et puis, il y avait aussi une dimension concurrentielle. Parce qu'à l'époque, je me suis dit, si les marques distributeurs se lancent, enfin deviennent en tout cas des champions de la durabilité, à ce moment-là, nous, les grandes marques, on aura quand même une vraie difficulté à justifier 25 ou 30% de premium en prix par rapport à ces marques distributeurs. Et dans cette stratégie très ancrée donc, dans la durabilité, la décision bipolaire que vous venez d'indiquer entre durabilité et performance, est-ce que le fait d'être une entreprise familiale est un atout ? Indiscutablement, les entreprises familiales d'abord travaillent sur le temps long. Donc encore une fois, l'étape suivante, ça a été de se dire, au fond, on a un impact qui est quand même très important en tant que laitier. Donc l'industrie agroalimentaire, c'est à peu près 30% des émissions carbone dans le monde. C'est une industrie aussi qui est extrêmement gourmande en eau. Donc encore une fois, ce passage vers le végétal, vers un régime végétal, nous permettait en tout cas de cocher toutes les cases, à la fois en termes d'impact et aussi, encore une fois, en termes de capacité à retrouver des relais de croissance. L'entreprise familiale, c'est non seulement le temps long, mais c'est aussi pouvoir accepter, à un moment, c'est de considérer que ces investissements qui sont très lourds, je dis toujours, c'est à peu près 2 points de résultat opérationnel, environ 50 millions par an, que l'on met dans ces sujets d'investissement sur la durabilité. Il faut avoir aussi des actionnaires qui acceptent ça. Et donc on retrouve, je dirais, cette dimension de transmission vers les générations futures, on retrouve cette dimension de sens, on retrouve cette dimension de fierté, qui doit être portée aussi par le corps actionnarial, puisqu'au fond, c'est quand même lui qui décide de gagner un peu moins pour investir un peu plus. Après, je veux être très clair, on ne fait pas de la philanthropie. Je pense que, je dis toujours, les entreprises qui ne sont pas responsables ne seront plus là dans 15 ans. Je pense que les choses ont quand même changé. On a aujourd'hui un bassin de consommateurs qui a la possibilité, en tout cas, d'adresser des messages très clairs aux entreprises. Et donc, je pense que ces investissements sont des facteurs qui construisent, en tout cas, la résilience du groupe. Merci. Dans le cadre des grandes transformations du monde, aujourd'hui, il y a les données et l'intelligence artificielle. Une question que je ne peux pas ne pas poser, c'est en quoi l'intelligence artificielle peut-elle changer le groupe Bell ? Alors moi, je n'ai pas de boule de cristal. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a opéré une dissociation de fonctions donc, en 2022, donc avec une nouvelle directrice générale, Cécile Belliot, qui a pris les commandes en 2022, et c'est vrai qu'elle nous a convaincus. Nous, quand je dis nous, c'est en tout cas son actionnaire, la famille, d'investir dans l'intelligence artificielle ou dans la digitalisation de nos process. Ce sont aussi de gros investissements. Ça permet en tout cas une meilleure efficience au niveau de notre outil de production. Ça permet plus de prévisibilité, donc ça apporte de la productivité. Ça apporte aussi, à travers un partenariat que Cécile Belliot a conduit avec Dassault Systèmes, vraiment une efficacité beaucoup plus grande
pour réduire le délai entre une idée et sa mise sur le marché. Donc là, on est sur la partie Donc un accélérateur d'innovation, quelque part. accélérateur, avec ce qu'on appelle les jumeaux numériques, qui nous permettent en fait de tester des recettes beaucoup plus rapidement qu'on le faisait avant. C'est aussi, je dirais, tout le travail de la data. Hein. Je dis toujours, on a énormément d'informations. Maintenant, il faut la ranger convenablement dans la bibliothèque pour pouvoir mieux s'en servir. Donc voilà. Après, le sujet de l'IA en soi, Vaste débat. est un sujet beaucoup plus profond. Et je vous dirai pas qu'il ne m'inquiète pas, parce que au fond, je pense que, enfin, je dis toujours, c'est un peu la disparition de l'instinct. Donc, ce sont des sujets que l'on maîtrise mal, je pense. Et donc, il faut toujours avoir ce degré de vigilance. Depuis 2022, vous avez donc quitté la direction opérationnelle du groupe. Vous l'avez dit, Cécile Belliot est aujourd'hui la dirigeante de l'entreprise. Elle n'est pas issue de la famille. Comment avez-vous, dans une entreprise familiale, préparé cette transition ? D'abord, Cécile est rentrée en 2017 ou 18, je me souviens plus très bien, 17 je crois. Donc on a pu travailler ensemble pendant quelques années avant qu'elle prenne ce poste de directrice générale. Et comment répartissez-vous donc les rôles entre elle en tant que dirigeante et vous en tant que président ? Je dirais qu'en tant que président, moi j'anime le conseil et donc voilà, je définis la stratégie et veille à ce qu'elle soit bien exécutée par Cécile. Il y a au fond, on s'est mutuellement, on s'est mutuellement choisi. On a travaillé ces périmètres assez consciencieusement. Hein. On a même utilisé un coach pour nous aider à travers ce chemin qui est pas simple. Hein. Mais pour arriver à un résultat qui est quand même très satisfaisant. Et moi, j'ai beaucoup plus de temps pour me consacrer sur le long terme, sur aussi la transition vers la génération 6, hein, qui est un enjeu majeur pour une entreprise familiale. Et Cécile, je dirais, avec beaucoup de talent, voilà, gère l'opérationnel et toutes ces difficultés, avec aussi beaucoup d'énergie, une énergie que je n'ai plus forcément. Voilà, donc je pense que, en tout cas, moi je suis très satisfait du bilan. Je pense que c'est une bonne forme de gouvernance. Et le point qui est aussi important dans une société familiale, c'est la dimension émotionnelle. Toujours difficile, au fond, d'avoir un dirigeant familial sur qui tous les feux se concentrent. Donc ça permet, je dirais, de mettre un peu plus de tranquillité sur la dimension émotionnelle de la famille. Un sujet que nous abordons aussi dans ce podcast Please Décode, c'est celui de la compétitivité européenne. Donc si vous permettez, je vais ouvrir ce sujet. On l'a dit en intro, Bell, c'est 11 000 collaborateurs sur 30 sites de production dans 15 pays. Comment intégrez-vous aujourd'hui les incertitudes géopolitiques dans votre stratégie et quel est votre point de vue sur la nécessité pour l'Europe de remettre la compétitivité au centre de ces discussions ? Je dirais que les incertitudes, enfin en tout cas, on est aujourd'hui dans un monde où il n'y a plus de prévisibilité. Donc ça veut dire qu'il faut créer les conditions à l'intérieur de l'entreprise pour que les équipes aient un vrai jeu de jambes. Alors ça passe à la fois par la capacité à construire des hypothèses, mais surtout, je crois, à construire une organisation probablement un peu plus décentralisée. Il y a un moment, il faut permettre aux équipes qui sont sur le terrain de réagir rapidement. Alors c'est toujours pareil, il faut abandonner un peu de contrôle, il faut... et c'est un exercice qui est souvent difficile, mais je pense que c'est une des clés. Ce qui est certain, c'est que à l'époque où j'avais encore la direction générale, les grandes crises qui me remontaient, j'en avais 4 par an. Aujourd'hui, il y en a une par mois facilement. Donc c'est vrai que c'est devenu un exercice qui est un vrai exercice en soi, c'est-à-dire cette capacité à créer du jeu de jambes, hein, alors par tous les bouts, j'allais dire. Hein. Et sincèrement, je crois que il faut s'appuyer sur les talents locaux, parce que c'est quand même eux qui ont la capacité à réagir, que ça soit dans une usine. Vous savez, moi j'ai été très frappé par la période du Covid.
Au moment du Covid, on avait 30% de gens en moins dans les usines et on a été amené à fabriquer 30% de plus. Si on nous avait demandé si c'était possible à l'époque, on aurait dit non. Donc on a touché des nouvelles frontières de On a touché compétitivité. des nouvelles frontières et ces frontières, c'était simplifier et c'était surtout déléguer, faire confiance à ceux qui étaient sur place pour qu'ils trouvent en tout cas les clés. Et au fond, on y est arrivé. Alors après, la dimension de souveraineté européenne, pour moi, elle est tout à fait clé. Je suis pas sûr que notre génération ait été... je suis un peu déçu par notre génération dans sa capacité à avoir créé, en tout cas, une Europe économique, une Europe forte qui puisse aujourd'hui résister de manière convenable au marteau-pilon, qu'il soit américain ou chinois. Donc, il n'est pas trop tard, mais il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre. Alors, il y a des enjeux qui sont des enjeux de faciliter aussi l'émergence de grands groupes. Hein. On est sur les sujets de concurrence souvent plus royaliste que le roi. Hein. Il faut protéger aussi, je dirais, un peu nos frontières, réfléchir sur la dimension des normes et surtout, et j'en reviens souvent à ça, avoir la capacité aussi à inscrire la France ou l'Europe avec un rêve. C'est quoi? Vers quoi on tend? On manque sérieusement de vision. Donc pour l'agroalimentaire, si on se dit qu'aujourd'hui, on a, je dirais, les solutions pour construire une agriculture plus durable et qui permettra de mieux nourrir peut-être 10 milliards d'individus, on ne sait pas très bien à quoi ça ressemblera, ben, faisons-le, donnons-nous les moyens de le faire, donnons-nous le temps de le faire, arrêtons de changer les règles tous les 6 mois ou tous les mandats, et puis inscrivons-nous en PAC au niveau européen pour construire quelque chose de durable et de solide. Hein. Au BCG, nous venons de publier une étude dans laquelle une très vaste majorité des dirigeants pensent qu'aujourd'hui, protéger la compétitivité européenne n'est plus une option, mais une nécessité. Antoine, partagez-vous ce constat et quelles seraient vos recommandations? Oui, je partage le constat. Je pense qu'il faut, contribuer à construire une vision ambitieuse pour réformer en fait toute la filière agroalimentaire de la fourche à la fourchette. Deux, il faut protéger les entreprises et notamment les entreprises vertueuses d'une concurrence déloyale qui viendrait des pays non UE. Et enfin, favoriser toute forme d'agriculture régénératrice. Il faut quand même se dire on peut mieux nourrir. C'est possible, on sait comment faire. C'est d'ailleurs toute la vision de Bell. Hein. C'est mieux nourrir avec des produits moins transformés, avec moins d'additifs, avec des choses simples, avec des choses pratiques. Antoine, quelles sont les prochaines étapes pour le groupe Bell? Le futur, c'est résolument de poursuivre le développement de la portion, qui est une solution à beaucoup de problèmes du monde. Et puis un autre enjeu important pour Bell, pour la famille et pour toute entreprise familiale, c'est celui aussi de la transmission à la 6e génération, qui est en cours et que l'on appelle de nos voeux. Voilà pour les grands défis de la maison Bell. Merci beaucoup Antoine Fiévet pour cet échange et à bientôt. Merci Patrick.